de redressement économique et social à l'épreuve de la réalité économique et sociale. L'épargne locale peut-elle financer à 90% le plan? La reprise du dialogue avec le FMI est-elle l'une des voies du financement du plan? Quelles peuvent être les conséquences sociales du plan? Le Sénégal, président légal et président légitime. La ligne de fracture au sein du pouvoir commence-t-elle à faire jour? Quelle lecture faire du voyage du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du temps reçoit ce dimanche 10 août 2025 Babacar Saneba, consultant international, et Charles Faye, journaliste, analyste politique. L'Air du temps, c'est ce dimanche 10h à 11h avec Alassane Sambadji. Dimanche 10 août 2025, merci d'être à l'écoute de l'Air du temps, que ce soit donc aujourd'hui Charles Faye, journaliste, analyste, qu'on ne le présente plus Charles Faye au Sénégalais, Babacar Saneba, consultant international aussi, qui vient de sortir ce livre l'AZLECAF, accélérateur de croissance pour l'Afrique et défis stratégiques pour le Sénégal. Nous allons parler d'économie aujourd'hui, comme vous le savez. L'émission va porter beaucoup sur ces questions économiques. Donc, le plan de redressement économique et social à l'épreuve de la réalité économique et sociale du pays. Babacar, ce plan a été présenté aux Sénégalais. Qu'est-ce que le plan peut faire pour que le Sénégal sorte du gouffre? Merci beaucoup Alassane, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Donc, je voudrais saluer l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs de iTélé et également me réjouir de partager ce plateau avec mon grand frère Charles Faye, pour qui j'ai une admiration particulière. Je salue son engagement sur le débat public et ses nombreux apports sur la marche du pays. Donc, naturellement, vous avez dit que ce plan de redressement a été présenté. Donc, l'objectif de ce plan, je pense, c'est de redresser rapidement l'économie du Sénégal pour pouvoir la mettre sur une trajectoire de la vision 2050. Avec naturellement comme objectif principal de financer l'économie à 90% par des ressources endogènes, mais également de soutenir le secteur privé national pour que ce secteur privé puisse porter la compétitivité de notre économie. Donc, comme tout plan, il y a naturellement des points forts qu'on peut retenir, mais également des points d'attention. Et je pense que dans le cadre du débat, on aura l'occasion de revenir sur cela, parce que moi, personnellement, j'ai retenu environ 7 points forts de ce plan que nous pourrons détailler, mais également 7 points de vigilance, parce que baser le financement du plan à 90% sur l'épargne locale nécessite beaucoup de talent, parce que nous n'avons pas une profondeur de marché, mais également il faut beaucoup d'innovation en matière d'ingénierie financière pour stimuler cette épargne-là, mais aussi, surtout, éviter le phénomène du crowding out en économie, c'est que l'État capte majoritairement l'épargne publique au détriment du secteur privé, parce que toute croissance, pour qu'elle puisse être durable, une croissance ne peut pas être portée par un secteur public pour être durable. On peut toujours faire beaucoup d'investissements, mais pour qu'une croissance soit durable et profitable, il faut qu'elle soit tenue par le secteur privé, parce que quand une croissance est soutenue par un secteur public, ça veut dire qu'on va aggraver le déficit. Et l'objectif de ce plan, on le sait tous, c'est de ramener à 3% le déficit budgétaire à horizon 2027. Nous sommes aujourd'hui, selon la dernière LFR, à 7,82. Par contre, on a quand même fait des efforts, parce que l'année dernière, on était à 14,08. Donc, je pense que cet objectif de maîtriser le déficit public, de limiter la dette extérieure, puisqu'on est à 117% du PIB, c'est très ambitieux comme plan, mais ce plan s'accommode de beaucoup de défis. Oui, Charles Faye, l'économie c'est du concret, c'est ce qu'on fait tous les jours dans le pays de la ménagère. Est-ce que ce plan peut régler ça? Écoute, tu me permettrais d'ailleurs de commencer par saluer les auditeurs et bien entendu mon cher jeune frère Babacar qui a sorti un livre que j'invite tout le monde à découvrir, très brillant jeune frère, Babacar Ba. Mais écoute, comme tu dis, tu poses une question essentielle, parce qu'il y a ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, mais il y a le réel. Le réel, c'est les ménages qui vont le vivre, ce sont les entreprises, et là où nous sommes aujourd'hui, c'est assez difficile, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, que de savoir qu'il va falloir être très inventif, mais il va falloir aller très 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 vite. Par exemple, quand tu parles des ménages, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un papier qu'au tribunal déjà, il y avait un certain nombre d'avis d'expulsion que l'on avait enregistrés. C'est un papier qui est sorti, selon lequel donc pas mal de ménages se voyaient dans l'incapacité d'honorer les loyers et donc se voir demander d'avoir à sortir des maisons. Donc ça donne tout de suite une idée de la situation que les ménages sont en train de vivre. Concernant les sociétés, on le sait, maintenant si on va chercher chez eux
ménages et entreprises ce qu'il faut en termes de ressources pour tout simplement doper le budget, ça peut poser un certain problème. Mais je crois qu'il y a des phases qu'il va falloir quand même identifier. Parce que qui dit 2028 parle justement au 31 décembre à 2 mois de la présidentielle. Donc c'est quand même un risque qui a une dimension politique. Il y a un risque politique. L'autre a des phases qui me semblent assez importantes et sur lesquelles je n'ai pas vu assez d'insistance. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une première phase, qui est la phase transitoire de 2025 à 2026. Il va falloir qu'on aille chercher le tiers ou une grosse partie de ce qui a été dit. On parle de 5 667 milliards à collecter sur 41 mois. Ça veut dire de mois d'août au 31 décembre 2028. Ça vous fait 138 milliards par mois qu'il faut aller chercher. Où est-ce qu'on va aller chercher? Comme l'a dit Babacar, il y a plusieurs niches. D'accord? Il y a donc le redéploiement tout de suite budgétaire, on peut voir par rapport à ça. On peut aussi, dans l'identification d'un secteur formel qui est là, on peut aller essayer d'identifier, savoir qui est qui, et pour pouvoir aller chercher là-bas. On peut faire un certain nombre de choses, mais est-ce que cela suffit pour que, au terme de la première année, ça veut dire au 31 août 2026, que l'on soit arrivé à atteindre les objectifs, de quel ordre, en tout cas sur les centres, cela sera très déterminant, puisqu'après on va dans une phase qui est une phase transitoire, comment dire, après la phase transitoire, il y a ce qu'on appelle le point d'inflexion, et ça, il est bien placé que moi pour le dire, et ce point d'inflexion, il est très très important, parce que c'est celui-là qui aura permis, non seulement dans la première année, d'avoir essayé de mettre en place tout ce qu'il faut pour le redéploiement budgétaire, mais une consolidation. Et cette consolidation, une fois qu'elle est acquise, c'est là qu'on va sur l'autofinancement. Et cet autofinancement, qui par ailleurs indique une réduction justement du financement extérieur à partir de ce qu'on a pu avoir ici. Absolument. Mais pour que cela puisse se faire, il y a deux choses qui sont importantes et que je n'ai pas encore vues. C'est pour qu'on arrive à ça, il faut qu'on puisse développer et la TVA, donc cela veut dire par la création de nouvelles niches industrielles, et l'autre c'est l'impôt sur les sociétés. Alors si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, et que dans ce qu'on appelle les investissements publics, nous ne voyons pas conséquemment des choses qui peuvent permettre à des entreprises locales de pouvoir concourir, ne serait-ce que par rapport à des entreprises qui sont étrangères, qui pourraient venir par le biais de l'investissement direct étranger, donc ça veut dire que ça pourrait faire très très mal. Et il y a une dimension politique, il ne faut pas oublier, au 31 décembre 2028, nous sommes à 2 mois de la présidentielle. Et cela, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Et les ménages aujourd'hui, il faut beaucoup de pédagogie aussi. Il ne faut pas leur dire on va vous appauvrir. Il ne faut pas leur dire ça. Il faut dire on va faire de telle sorte que avec l'élargissement de l'assiette fiscale, vous n'aurez pas à donner plus, mais plus de personnes contribueront, plus d'acteurs citoyens contribueront à l'effort. Mais où trouver cet argent? Alors, je pense que le grand frère a parlé effectivement d'élargissement et non pas de pression fiscale, parce que ça, c'est pertinent. Donc, il faut élargir l'assiette fiscale. Et je pense que où trouver, il y a d'abord le plan repose sur des secteurs aujourd'hui prioritaires. Et ça, c'est important de le saluer, puisqu'ils ont identifié des secteurs prioritaires. Le cap, donc je disais, pour les points forts que moi j'ai identifiés, le cap budgétaire, il est clair, c'est ramené à 3%. Ça rassure les bailleurs internationaux. Il y a le financement endogène qui est annoncé, donc mobilisation à travers les diasporas, des obligations, les soukouk, la finance islamique, la finance verte, donc les green bonds, les social impact bonds, les development impact bonds. Des pays ont donné des exemples internationaux comme l'Inde, comme la Côte d'Ivoire ou même le Maroc. Des réformes structurelles sont annoncées, digitalisation de la commande publique, programmation pluriannuelle, indicateurs de performance, parce qu'il faut quand même que l'administration aussi commence à être performer, c'est-à-dire qu'on ait des indicateurs de performance, parce que quand même, moi j'ai été pendant 6 ans dans l'administration, je vois que les critères d'avancement même des fonctionnaires, il n'y a aucun critère de performance, parce que les gens évoluent pour évoluer, et donc tout ça, nous devons regarder cela, et je pense que c'est aussi la gestion axée sur les résultats, c'est aujourd'hui la gare. Il y a, donc, ils ont parlé de relance pro secteur privé, avec le paiement des arriérés de l'État, meilleur accès aux fonciers, pour effectivement aussi permettre et réduire le coût de l'énergie, parce que ça impacte sur la compétitivité de nos entreprises. Une protection sociale qui est ciblée avec des allocations familiales, des transferts monétaires. Donc ça, je pense que c'est prévu dans le plan. Un meilleur ciblage pour les vrais ayants droit. Des secteurs stratégiques qui sont ciblés, j'en ai parlé, agro-industrie, pêche, élevage, BTP, pharmaceutique, tout ça, ce sont les moteurs de croissance identifiés dans le plan. Et enfin, la souveraineté bancaire, qui a été évoquée par ce plan, avec l'ambition de renforcer les banques à capital public pour mieux financer l'économie réelle. Sauf que
Je pense que maintenant, il y a des points d'attention et que c'est très important. Mon grand frère en a parlé tout à l'heure. C'est d'abord le réalisme du financement endogène à 90%. On en a parlé tout à l'heure dans la salle de pause parce qu'il y a le risque de crowding, comme j'ai évoqué, que l'épargne locale puisse être majoritairement captée par l'État. Le deuxième risque, c'est le recyclage d'actifs qui a été évoqué. Quand on parle de recyclage d'actifs, il faut beaucoup de gouvernance pour ne pas brader le patrimoine national. Et donc, c'est du temps qu'il faut. Ce n'est pas aller vite brader le patrimoine national parce que quand on a besoin d'argent, on est dans des... Donc, souvent, quand on fait du recyclage d'actifs avec une tension budgétaire, on peut tomber dans le piège de brader, en tout cas, le patrimoine. Il y a la hausse des recettes sans nouvelles taxes. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'on... C'est-à-dire que comment aujourd'hui, sur la faisabilité des niches fiscales, comment ces niches fiscales suffiront à générer suffisamment de revenus stables. Et c'est là où on doit, comme grand frère a dit, évoquer des nouvelles sources de financement, augmenter l'assiette de la TVA. Et c'est la pertinence aujourd'hui de regarder ce qu'offre le marché africain, la zone de libre-échange continentale, parce que des pays comme le Rwanda ont ouvert leur pays, ils ont faciliter l'accès, l'entrée, la circulation et l'installation. En faisant ça, ils ont augmenté les investissements intra-africains, ils ont augmenté la création d'entreprises dans leur pays et ils ont augmenté la TVA dans le pays. Et ça, c'est un levier d'élargissement. L'autre risque, c'est la réduction du taille de l'État. Là aussi, il faut faire attention. Au-delà des impacts sociaux, il y a la question de capacité institutionnelle de l'État. Parce qu'il ne s'agit pas de licencier des milliers de personnes pour dire qu'on va réduire le train de vie de l'État, alors qu'on a touché à des secteurs essentiels qui nécessitent d'avoir des ressources qualifiées et des ressources en tout cas qui ont des capacités institutionnelles pour conduire les réformes que nous voulons. Parce que souvent, quand on fait ça, les gains budgétaires c'est du long terme, c'est pas tout de suite de toute façon. La maîtrise, la souveraineté bancaire qui a été évoquée, il faut aussi que ça soit compatible avec les règles de l'UMOA. Oui. Le Sénégal n'est pas seul. On ne peut pas se lever et dire on va faire ça. Les régulations bancaires sont des régulations communautaires et ça, nous devons y veiller parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un risque de en tout cas, politisation de l'allocation des agréments, des licences bancaires, etc. La maîtrise des prix qu'il faut faire parce qu'il y a un risque de distorsion du marché quand on fait tout ça. Et enfin, la capacité d'exécution. Tout plan qui, quelle qu'elle soit, ne réussira pas si la capacité d'exécution aujourd'hui n'est pas assurée. Donc, en termes clairs, Alassane, là où on doit trouver l'argent, c'est aujourd'hui de l'ingénierie financière, c'est de l'innovation. C'est-à-dire que des pays comme le Maroc, j'en ai parlé, le Rwanda ou d'autres pays comme l'Inde, il y a quelques années, a lancé un programme qu'on a appelé Educate Girls. C'est un social impact bond où l'Inde a mis en place des outils de financement innovants pour lever l'épargne populaire, pour financer, mais ça doit être fléché sur des programmes spécifiques. Donc aujourd'hui, la communauté mouride a démontré une capacité de mobilisation à travers, par exemple, Touba Tchakanam, pour flécher quelque chose. Donc aujourd'hui, quand on parle de ressources endogènes, on doit aller vers ça. Vous arrivez dans un pays comme le Kenya, la fondation M-Pesa permet aujourd'hui, quand le Kenya veut lancer un Development Impact Bond ou Social Impact Bond, de pouvoir appeler la mobilisation, parce que ce sont des outils beaucoup plus communautaires de mobilisation, plus souples à mettre en place que des diaspora bonds qui nécessitent des régulations, qui nécessitent des agréments, etc., etc. Et donc, nous pouvons tout de suite catalyser l'épargne locale qui existe avec surtout les opérateurs de mobile money pour pouvoir demain aller mieux maximiser l'épargne locale. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on se trompe de stratégie. Si l'État capte la quasi-totalité de l'épargne locale, c'est un risque d'affaissement du financement du secteur privé. Et moi, je suis de ceux qui pensent aussi, comme le grand frère, que c'est le secteur privé qui doit tirer la croissance, parce que si le secteur public tire la croissance, on sera encore dans des déficits budgétaires. Parce que quand on construit des routes, des autoroutes, par le budget public d'investissement, on creuse des déficits budgétaires. Il faut pousser la croissance par le secteur privé. Et aujourd'hui, les opportunités qui s'offrent au secteur privé, c'est quoi? C'est au-delà d'être formalisé, 2, d'être financé, 3, d'avoir des débouchés à l'export. Et l'accord de libre-échange, la ZLECAf, aujourd'hui ouvre un marché de 1,3 milliard de consommateurs quand nous avions un marché de 18 millions. Et donc la ZLECAf aujourd'hui ouvre au Sénégal, au secteur privé sénégalais, un marché de 1,3 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Identifier des champions économiques tout de suite et aller
à mon humble avis, en tout cas un levier de diversification que le Sénégal doit impérativement regarder rapidement, parce que des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Rwanda, des pays comme le Ghana sont en train de bâtir des stratégies pertinentes pour voir comment le marché africain pourrait permettre à leur secteur privé de grandir. Ouais. Mais localement, pour chercher de l'argent, il y a une question fondamentale qui est souvent posée, c'est celle de la confiance. Absolument. Souvent, les baol, comme on dit, les ambulants ont du mal à faire confiance à l'État pour leur confier leur argent. Oui. Oui, absolument. Bon, ça, c'est un problème. Deux problèmes. Le premier, c'est le problème de la communication. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment communiqué pour que l'acteur, l'opérateur économique, quel qu'il soit, puisse faire confiance à un système. L'acceptabilité sociale. L'acceptabilité. Ça veut dire qu'il va falloir, comme il l'a dit tout à l'heure, il faut beaucoup de stratégie et il faut beaucoup d'ingénierie. En tout, il y a une intelligence. Quand on parle d'économie, on va parler d'intelligence économique, voire même maintenant d'intelligence financière. Donc il faut amener justement cet acteur-là à avoir confiance et ne pas lui faire peur. Surtout lui faire comprendre aussi que dans cette partie, dans cette proportion qu'on va chercher chez lui, qu'il y a une partie bien entendu qui va dans l'investissement, mais il y a une partie aussi qui va dans le créatif. Et le créatif, c'est ce qui permet à ce baol de diversifier les activités économiques qu'il pourrait avoir et avoir à investir. Et ça, c'est important, la confiance. Pour qu'il y ait acceptation, il faut qu'il y ait confiance. Il faut qu'il y ait aussi une crédibilité. Et cette crédibilité-là, elle se construit encore une fois sur la confiance. Donc aujourd'hui, ce baol qu'on va chercher, qui est un acteur assez important, parce que si on va le localiser dans un marché qui n'est pas le marché que nous connaissons, qu'on appelle de manière triviale le marché informel, quel est le poids justement qu'il a sur l'activité économique, si on parle à peu près de 90 à 93% de l'économie, de la taille de l'économie. C'est un acteur majeur. C'est un acteur non identifié. Donc, il faut non seulement l'identifier, il faut gagner sa confiance, il faut lui dire quels sont les efforts que l'on est prêt à faire pour lui, parce que derrière, pour qu'il contribue, il faudra que le service public qu'il attend en retour soit présent. Et le service public, il est vu dans les hôpitaux, il est vu... Et c'est un acteur qui non seulement est un acteur économique, mais c'est un citoyen. C'est un citoyen donc qui emprunte des routes, c'est un citoyen qui va se faire soigner, c'est un citoyen qui prend un certain nombre de choses. Et s'il s'en rend compte que on ne vient que chercher sur lui, mais qu'on ne lui a pas donné la possibilité d'être cet investisseur important. On va parler par exemple de Diourbel. Quel est le corridor aujourd'hui céréalier que nous avons entre Dakar et Diourbel? Quel est le dispositif qu'on a mis par exemple entre Dakar et Kaolack par rapport au port de Kaolack pour justement à Dakar, pour ce qu'on peut appeler un transport fluvio-maritime qui peut être développé aussi bien pour Kaolack que pour Ziguinchor. Donc ce baol qui est un acteur, si on ne lui a pas donné toutes ces possibilités, mais si vous venez chercher de l'argent chez lui qui rien que pour financer, forcément il n'aura pas confiance. Mais est-ce que l'État a aussi mis sur le mobile banking aujourd'hui? Orange Bank qui est là, il y a beaucoup d'argent qui transite dans le Wave, entre autres. Il y a des pays comme le Maroc qui n'ont pas accepté que ces genres d'outils soient utilisés. C'est l'État qui contrôle tout ça. Alassane, vous posez une question fondamentale. Vous savez, on parle de souverainisme. Quand vous parlez de souverainisme, c'est que vous ne l'êtes pas. Un souverain ne perd pas de son temps à parler de souverainisme. On peut être souverainiste sans avoir la souveraineté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de capacité pour aller soutenir ce genre de choses. Encore que c'est sous Wade, justement, qu'on a perdu une bonne partie de notre souveraineté sur ce niveau-là. Et que, bon, voilà, le partenaire est venu, a fait les investissements qu'il fallait, et bien, gagne. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a une mainmise dessus ou pas? Je pense que nous avons une mainmise. L'État, en tout cas, quand je parle de mainmise, je veux parler d'information. L'État a l'information nécessaire qui lui permet de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est la ventilation justement de toute cette orange, je veux dire, de cette mobile money, manne financière, c'est dans son utilisation. C'est dans justement... C'est énormément de transactions par jour. C'est énormément de transactions. Mais c'est une niche aussi. Mais c'est de voir où va justement cette manne financière. Dans quel secteur va-t-elle? Quand elle est dans un secteur de la consommation, dans un pays où la consommation, est pour l'essentiel extravertie, parce que nous vivons beaucoup plus d'importation que d'exportation, donc nous vivons moins de... Et donc à partir de ce moment-là, tout cet argent que nous avons, que nous allons collecter, mais va alimenter les niches de production et de transformation des pays tiers qui fournissent le Sénégal en termes de matériaux, quels qu'ils soient, alimentaires, pharmaceutiques et tout ce que l'on veut. Donc, en fait,
c'est pas tant l'information c'est bien de l'avoir l'information, mais c'est de voir cette manne financière, quelle est sa destination finale. Est-ce qu'elle arrive à satisfaire, elle reste dans le marché sénégalais, elle reproduit un système qui permet justement à la transformation de produire davantage, d'investir davantage, à la production agricole, d'agrandir son champ agricole, et justement à tous les autres, qu'ils soient dans le transport, qu'ils soient maritime, fluvial, qu'ils soient terrestre, aérien, c'est ça qui est important. Absolument. Maintenant, si vous prenez pour l'essentiel de votre argent, et que vous achetez des biens qui vous viennent de l'extérieur, je suis désolé, vous n'avez pas servi votre marché. Vous avez certes acheté parce que vous ne produisez pas. Ouais. Exactement. Ça veut dire... quand tu ne produis pas, tu accèdes à l'extérieur. C'est à la merci de l'extérieur. Cette question, elle est tellement importante. Nous sommes superficiels. Nous sommes superficiels, Alassane. Ça parle beaucoup, oui. Ça parle beaucoup, mais nous n'allons pas au fond des choses dans ce qu'on appelle... Il faut être très pointu, je le dis assez souvent. Il faut aller très, très, très loin en termes de stratégie. Aujourd'hui, quand vous avez un port de Dakar, vous imaginez que vous avez un port de Dakar, vous avez le port de Ziguinchor, vous avez le port de Kaolack, vous avez même Saint-Louis. Et quand on vous dit que l'anacarde vient à Dakar par la route, vous imaginez quel est le prix de revient de l'anacarde et quel aurait été le prix si jamais il venait, par exemple, par la mer. Vous partez un peu partout, vous faites exactement la même chose et vous posez des questions, mais bien entendu... Mais mon grand frère, on dirait qu'il a déjà lu mon livre sans pour autant le lire, hein, parce que ce qu'il dit, il a nécessité de développer des corridors, parce que les corridors ferroviaires sont beaucoup moins coûteux que les corridors routiers et ça impacte la compétitivité de nos entreprises. Bien sûr. Donc après, je veux dire, regarde cette manne, le Sénégal est liquide, mais pour l'essentiel de son liquide qui est là, il est destiné à la consommation. Absolument. Et l'essentiel de cette consommation est alimenté par des produits qui viennent de l'étranger. C'est parce que tout simplement, nous ne sommes pas producteurs. Nous ne sommes pas producteurs. Aujourd'hui, qu'en termes de céréales, nous avons par exemple un climat qui nous permet d'être un pays céréalier. Production assez importante. Parce que c'est un pays dans lequel il fait chaud. Et nous avons tout un bassin. Eh bien, écoute, jusqu'à Kédougou. Ben voilà, on voit quelle est la production annuelle de Fonio. Et nous serons très surpris de savoir que nous ne pouvons même pas consommer. C'est 14 000 tonnes, je crois, l'année. Incroyable. Absolument, ouais. Incroyable. Quand nous allons voir aujourd'hui, par exemple, le sorgho, quand nous allons voir le maïs, nous allons voir le riz, quelles sont les capacités que nous pouvons avoir. Mais qu'une fois que tu as produit tout ça, quel est le problème? Le problème, c'est l'acheminement. Absolument. Acheminement rapide. Donc la maîtrise de la chaîne de valeur. C'est la maîtrise de la chaîne de valeur. Voilà. Et de ce point de vue, les investissements nécessaires n'ont pas été faits à ce niveau-là. Voilà. Et si ces investissements ne sont pas faits, tout monte. Et donc, la consommation, il est plus facile d'aller chercher à l'extérieur que de venir prendre ici. Et donc, le vrai problème, et ça, c'est une question de mentalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au Maroc, on a un roi. Okay, le roi, il n'a pas le problème que nous avons ici. Tu vas au Rwanda, on a un stratège. N'oublions pas qui est Kagame. C'est un stratège. On va voir notre cher ami Tidjane Cham, que Kagame avait appelé, que je considère comme l'un des plus grands stratèges, et peut-être un rendez-vous manqué pour la Côte d'Ivoire. Mais bon, ça, c'est juste pour... Nous, c'est ce que nous n'avons pas ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Ce sont des choses qui sont mises en place, qui sont très livresques, mais après, on oublie que dans le rendu, c'est dans le réel. Absolument. Et dans le réel, c'est la connaissance et la maîtrise du terrain. Absolument. Et vous revenez à quelque chose d'essentiel, c'est la doctrine du terrain. En économie, l'exécution. En économie, il y a le terrain. Quel est le nôtre? Alors, vous avez beau avoir brassé 600 milliards en masse financière sur le mobile money et tout ça. Mais si 90% de cet argent est destiné à la consommation et que cette consommation nous vient de l'étranger. La réalité aussi, c'est le marché international. Oui. Est-ce que le Sénégal peut aujourd'hui s'en sortir sans avoir un accord avec des FMI? Non, je pense que non. Par contre, je voudrais revenir tout de suite sur l'aspect consommation dont parle le grand frère avant de répondre à cette question. Parce qu'effectivement, rien que par exemple pour les transferts d'argent, on sait que les 1700 milliards qui sont envoyés l'année dernière sont destinés à presque 85% à financer la consommation. Ils seront bientôt taxés avec Trump. Non, oui, mais sauf que c'est là où il faut de l'ingénierie financière. J'ai entendu le Premier ministre faire un grand cadeau à la diaspora en allongeant la durée de vie des véhicules qui doivent rentrer, passant de 8 à 10 ans. Au même moment, il fallait installer une taxe sur les transferts d'argent. Pourquoi il faut le faire? Parce que la taxe sur les transferts d'argent, regardez, 2,7 milliards de dollars en 2023, si on avait mis une taxe de 0,5%, c'est un effort collectif que la diaspora aurait pu faire parce qu'on parle de financement innovant. Les diaspora bonds, c'est un financement innovant. Mais avant la mise en place des diaspora bonds qui nécessitent beaucoup d'ingénierie, de maîtrise technique, de régulation, de certification, on peut tout de suite installer une taxe sur les transferts entrants. Si on mettait une taxe de 0,5%, rien que 10%
de ce montant de 2,7 milliards nous rapporterait 14 millions de dollars par an pour pouvoir aussi, c'est parce que ce sont des ressources endogènes aussi, parce que c'est de l'argent des compatriotes sénégalais. Donc, comme la TOB, la taxe sur les opérations bancaires, vous rentrez dans une banque, vous payez 200 francs CFA pour toute opération bancaire. Donc, on aurait pu, en donnant ce cadeau à la diaspora, lui demander de faire un effort de taxation des appels entrants. Pourquoi le Maroc refuse le mobile money? Parce que le Maroc avait travaillé sur la bancarisation des populations. Cash à cash, c'est du transfert compte à compte. C'est-à-dire que c'est comme le Nigeria. Quand on interdit le transfert cash à cash, c'est une décision politique, c'est une stratégie politique, en tout cas, c'est de l'audace politique. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus envoyer de l'argent cash à cash parce que c'est très simple. On pousse les gens à se bancariser et les transferts se font entre comptes bancaires. Quand un Marocain émireux est à l'étranger, il ne peut pas faire de transfert cash à cash au Maroc. C'est un transfert compte à compte, ça permet aux banques marocaines de capter de l'épargne. Maintenant, pour revenir à la question. Juste pour compléter, le Wave au Sénégal, ils ont fait 12 000 milliards de francs CFA de transactions bancaires en 2022. Imaginons, on met une taxe de 0,5% sur les transferts d'argent. Si on mettait, en 2022, si on mettait une taxe de 0,5% sur ces transferts d'argent-là, supportés, ça pourrait permettre. Les flux financiers, c'est plus de 30 milliards. Ça pourrait permettre de générer. Milliards, et ça fait partie des outils de financement innovants. C'est-à-dire, elles peuvent être imposées ou elles peuvent être volontaires. Où les gens, au moment de payer Wave, on vous dit mettez 100 euros, 200 euros, 300 francs, 500 francs, 1000 francs pour financer un programme d'assainissement à Touba, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle du social impact bond ou du development impact bond. Par contre, la taxe sur les transferts entrants, on peut le faire. On avait financé l'aéroport international Blaise Diagne par une taxe d'aéroport, ici à Yoff, qu'on avait augmentée. Et ça avait permis de mobiliser de l'argent pour financer cela. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu demander à la diaspora de faire un effort, de payer une taxe, parce qu'en attendant que nous venions mettre des diaspora bonds où il y a du rendement financier attendu, on aurait pu tout de suite lever de l'argent sur ce montant-là et ça pourrait permettre d'alimenter un fonds éducation, un fonds santé pour adresser les besoins du pays. Et le FMI. Par contre, pour le FMI, moi je demeure convaincu qu'il est important et nous devons tout faire pour rétablir, au-delà de rétablir le dialogue, mais pour convaincre le FMI pour signer le dossier du Sénégal. Pourquoi c'est important? Parce que d'abord, le FMI, il faut que tout le monde comprenne, il faut que les gens arrêtent de penser que le FMI, c'est aujourd'hui une porte d'entrée en matière de crédibilité et de signature. Quand le dossier est accepté par le FMI, ça ouvre la porte aux autres investisseurs internationaux. Certes, nous voulons aujourd'hui réduire la dette extérieure. Nous voulons réduire la dépendance aux financements extérieurs parce que naturellement, il y a une crise des eurobonds, il y a la crise de la dette. L'APD se rétracte, l'aide publique au développement, puisque l'APD, c'est quoi? C'est une aide publique au développement qui est arrimée sur un pourcentage de PIB que les pays du Nord ont promis et souvent, ils sont confrontés à des problèmes aussi de conjoncture mondiale interne et donc n'engagent pas leurs engagements. Et d'ailleurs, même l'un des plus gros fonds d'aide au développement, l'USAID, a été tout simplement supprimé. C'est 42 milliards de dollars que les États-Unis ont supprimé. Et ils finançaient ici des programmes de santé et d'éducation. Donc, ce qui fait que l'aide publique au développement se rétracte. La crise des eurobonds, parce que nos signatures sont dégradées, donc on emprunte à des taux beaucoup plus chers. Donc, il faut réduire cette dépendance aux financements extérieurs. Mais même pour faire ça, on a besoin de convaincre le FMI de la qualité des réformes entreprises par le Sénégal, de la qualité de la maîtrise budgétaire de notre déficit budgétaire, et c'est ce que dit le plan. Le cap, il y a un cap budgétaire très clair à 3%. Aujourd'hui, nous sommes à 7%, 7,8% de déficit budgétaire, contre 14% l'année dernière. Et donc, nous voulons le projeter à 3% en 2027. Donc ça peut rassurer les bailleurs internationaux. Et pour rassurer les bailleurs internationaux, le premier niveau, c'est d'abord de rassurer cette instance multilatérale qui est le FMI, de dire que voilà, les réformes entreprises par le Sénégal, c'est une bonne volonté et là, ça peut rassurer les investisseurs internationaux. Est-ce que pour contourner le FMI, il faut partir, comme le Premier ministre l'a fait en Chine, aller en Turquie, dire aux Turcs aujourd'hui, venez financer au Sénégal. Le ministre de l'économie dit que les Turcs vont prêter de l'argent au Sénégal sans alourdir la dette. Non, on ne peut pas vous prêter de l'argent et ne pas alourdir la dette. Ça, c'est pas possible. Vous
aviez 100 francs, vous me devez 100 francs, je vous donne 200 francs, vous me devez 300 francs, plus les intérêts. Donc la dette, elle va grossir, c'est pas possible. Maintenant, tout est dans est-ce que c'est concessionnel, de quelle forme cela va se faire, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, par rapport à la dette, nous avons 2 rendez-vous sur lesquels il faut s'arrêter. Il y a les dettes que nous avions jusqu'à aujourd'hui qui sont d'ordre concessionnel, que nous savons, et dont le paiement aussi bien du service de la dette, leur cours de la dette, nous avons quand même des calendriers qui sont connus, maîtrisés, mais nous avons ce que nous sommes en train d'emprunter depuis 2024 en termes d'obligations obligataires, des emprunts obligataires, dont les maturations sont de 6 ans, vous soldez au bout de 6 ans. Par année sur 5 ans, qui vont dès 2030 commencer à tomber sur la table et jusqu'en 2034-2035. C'est-à-dire que quelle est cette part-là? Ça, c'est une autre question qui va différer peut-être, mais qui sera très importante, je vous dis, à partir de 2029-2035. Et ça, 2034, autant pour moi. Donc, aujourd'hui, dire qu'on va chercher de l'argent ailleurs, qu'on nous donne, mais que ça ne va pas impacter, ce n'est pas possible. Ne pas travailler avec le FMI, c'est aller tout simplement sur le marché de la dette internationale privée. Ou alors avec des accords bilatéraux, mais que ce soit les pays, c'est pas l'argent, quand même, c'est l'argent et du contribuable, c'est l'argent du secteur privé. Attention, quand on va en Côte d'Ivoire et tout ça chercher l'argent, derrière, je vois Rothschild. Je suis désolé. Je vois tout de suite Rothschild, c'est un privé. Voilà, c'est le marché, c'est la bourse. Donc d'une manière, la Côte d'Ivoire prend sa commission dessus. Et très bien. Donc ça, c'est le réel. Aujourd'hui, il faut, comme il l'a dit, il fait bien de le dire, Babacar, qu'il faut quand même qu'on revoie nos actions, en tout cas les relations que nous avons avec le FMI, ne serait-ce que pour bénéficier de financements conventionnels, concessionnels qui nous permettraient quand même dans le temps de souffler un peu plus que cette pression terrible des emprunts obligataires. Je vous dis, le prochain pouvoir 2029-2034, il va casquer. Mais parce que derrière le FMI, il y a beaucoup de bailleurs de fonds. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds. Si tu n'as pas un accord avec le FMI, les gens ne vont pas te faire confiance. C'est une caution, comment dire, financière, une caution économique, caution financière. N'oublions pas que nous sommes un pays, nous sommes dans le chapeau des pays les moins avancés. Cela veut dire que nous avons des tuteurs. Et que ces tuteurs-là, c'est eux qui vont dire à Babacar qui veut me prêter de l'argent, ah non, attention. Donc nous sommes sous tutelle. C'est-à-dire que nous avons beau revendiquer un souverainisme, n'oublions pas notre statut. Nous sommes un pays sous tutelle. Donc maintenant, allez voir des partenaires comme les Turcs et tout, allez voir les Chinois et tout ça, c'est-à-dire que c'est peut-être dans le changement de paradigme aujourd'hui que les choses peuvent changer. Quand nous allons voir les Turcs dans les financements, je ne parle pas des banques, parce que c'est un problème qui ne fait qu'être différé, mais aujourd'hui, par exemple, dans le traitement, dans le partenariat avec les Turcs, dans le cadre de l'agriculture aujourd'hui, comment peut-on de la position d'aujourd'hui, de la station dans laquelle nous sommes, comment avancer de manière considérable avec aussi bien des investissements turcs qui peuvent venir ici, à la rencontre d'un secteur privé sénégalais participatif et à hauteur assez conséquente en termes de mise en place des actions, c'est-à-dire de la mise en place de la société. Ça, par exemple, on peut voir justement ces Turcs par rapport à l'agro-industrie qui sont très développés, quelles sont les relations que nous pouvons faire avec. On peut aussi aller dans le cadre médical, exactement. Quelle est la niche médicale que l'on peut faire pour avoir une industrie pharmaceutique assez soutenue. Et quand on sait qu'aujourd'hui, tu portes des lunettes, j'ai des lunettes, et qu'on sait que les Turcs aujourd'hui sont de très 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 grands fabricants de lunettes, même s'il y a des franchises. Donc il y a des choses à faire. Il y a aussi, on peut aller dans d'autres secteurs, on peut aller dans l'extraction des mines, mais est-ce que faudrait-il seulement qu'on envoie la matière première, faudrait-il pas en place qu'on mette un dispositif de transformation avec un transfert de technologie? On peut voir les niches les unes après les autres. Il y a les fers de Falémé. Il y a les fers de Falémé. Et qui dit fer de Falémé va dire énergie, parce qu'on ne peut pas traiter le fer. On ne peut pas avoir une sidérurgie si on n'a pas l'électricité. Les deux vont de pair. Mais il va falloir que cela se fasse avec des investissements conséquents, locaux, une transformation locale. Il ne faut pas emmener la matière première. Il faudrait que la matière première soit transformée au Sénégal. Mais est-ce que les trucs ne sont pas dans une dimension de positionnement géostratégique par rapport justement au fait que la France de plus en plus est en train de quitter l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali, ils sont partis, le Niger, le Burkina Faso, et que le Sénégal peut être un hub pour les Turcs pour la pénétration en Afrique, et surtout qu'ils sont déjà présents dans le BTP au Sénégal. Mais justement, cette erreur de l'Union européenne de ne pas travailler avec la Turquie et de laisser la Turquie faire chemin seul, juste dans ce grand ensemble européen, de faire chemin seul dans le cadre de la géostratégie, c'est une erreur, à mon sens, stratégique
très dangereuse pour l'Union européenne. Effectivement, quand on voit la Libye, la Turquie qui s'intéresse à la Libye et de plus en plus au Sénégal et d'autres pays, ça veut dire que n'oublions pas aussi l'histoire de la Turquie. Aujourd'hui, on l'appelle Turquie, mais bon, c'était quand même l'Empire ottoman qui à un moment était un peu partout en Europe et en Asie, qui a dominé le monde. Donc, on a peur aussi un peu de ce Turc un peu tentaculaire. Mais bien sûr qu'il y a une dimension géostratégique. La Turquie, n'oublions pas dans le textile. Ils sont numéro 2 en Europe. Dans le textile. Et le textile, quand vous parlez de textile, vous parlez du Tchad, vous parlez du Niger. Et vous comprenez pourquoi il y avait le Dakar-Niger que le Français avait ici. Parce qu'il allait chercher le coton, qu'il a mené jusqu'au port de Dakar pour que des marques françaises puissent faire leur truc et tout. Ça veut dire que la Libye, c'est une question de stratégie. C'est des gens qui s'assoient et qui travaillent en se projetant sur 50 ans, ça veut dire sur 2 générations. Et ils voient les pays... La perspective. La perspective. Mais nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans l'éternel recommencement parce que nous remettons tout. C'est comme si nous trouvons un intérêt qui quelque part me semble totalement surréaliste à vouloir nous réinventer dans un processus alors que le processus nous devance. Nous ne faisons qu'alimenter le processus, le dérouler et le laisser à des générations à venir pour le continuer. Est-ce que les Turcs ne sont pas au Sénégal pour quelque part, entre guillemets, remplacer les Français qui sont là, être en concurrence avec les Chinois qui viennent de plus en plus? Oui, non, je pense à Alassane. Moi, je voudrais quand même féliciter la pertinente analyse du grand frère parce que tout à l'heure, il a parlé de l'impérieuse nécessité de bâtir des champions économiques dans tous ces secteurs identifiés. Et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est l'ambition de la ZLECAf, c'est de produire localement, de transformer localement, d'augmenter la part de valeur ajoutée, nos produits, nos matières premières, de raw matériels avant de les vendre. Et c'est de nous pousser à travailler ensemble, à créer des clusters industriels. Le Ghana et le Niger, et le Ghana et la Côte d'Ivoire aujourd'hui transforment 50% de leur cacao parce qu'ils ont renforcé leur capacité de production, leur capacité productive de masse pour faire face à Nestlé. Ce que nous pouvons faire, nous, avec le fer de la Falémé, avec Simandou 2040 en Guinée, parce que nous avons plus d'énergie que la Guinée. La bauxite guinéenne fait 15 000 km aller-retour pour être transformée là-bas à Dubaï. Notre or fait le même trajet parce que nous n'avons pas de sidérurgie ici. Et donc voilà les focus sur lesquels nous devons travailler. Maintenant, la Turquie, c'est notre ami. La Chine, c'est notre ami. L'Union européenne, c'est notre ami. Les États-Unis, ce sont nos amis. Quand on va là-bas, c'est un impératif de diversification économique, de développement économique. Il ne faut pas qu'on le comprenne comme on va là-bas contre les autres. Parce que le Sénégal doit être dans le réalisme africain. Nous sommes, un partenaire géostratégique majeur de toutes ces puissances en Afrique. Voilà le discours qu'il faut tenir. Donc quand on va en Chine, en Turquie, au Brésil, à Dubaï, c'est des pays qui sont un peu plus proches de nous parce qu'ils ont eu une trajectoire de développement, d'émergence ces dernières années. On a des modèles à répliquer. Donc, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était des pays comme nous. On a déjà du benchmark à faire face aux pays dont les économies sont éprouvées parce que la révolution industrielle, mais c'est dans, depuis 1850. Dans la perception et les discours qui sont tenus, on a l'impression que la Turquie, si vous n'êtes pas vous les Français, allez-vous-en, les Turcs sont là. Non, c'est pas ça. C'est le discours qu'on tient. Alassane, on ne parle pas de diversité. Il ne faut pas se tromper. Tous les pays ont des intérêts et pas des amis. C'est clair. Les pays ont des intérêts. Chaque pays défend ses intérêts, ce que disait le général de Gaulle. Donc les pays n'ont pas d'amis, c'est des intérêts. Au-delà de tout, le réalisme, c'est quoi? C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la Turquie, c'est une puissance à vocation régionale qui revient sur la scène internationale avec une capacité de projection de puissance, avec une diplomatie économique. Qui a bougé le Sénégal. Avec une diplomatie économique extrêmement proactive, au-delà des investissements dans les infrastructures. Il développe aussi du soft power avec les instituts de formation turcs, les écoles, les Marif. Donc c'est très clair. Et la stratégie du président Erdogan, le président Erdogan dit aux investisseurs turcs, allez-y, mieux encore, Turkish Exim Bank finance 85% de tout projet d'un investisseur turc ici en Afrique peut être accompagné par la Turkish Exim Bank à hauteur de 85%. Comme font les Chinois aussi. Comme font les Chinois avec China Exim Bank. Donc il y a une stratégie très claire d'internationalisation. Maintenant, c'est à nous de positionner notre secteur privé, et c'est ce qu'a dit le grand frère, pour voir faire du matchmaking. Qu'est-ce que nous pouvons faire? J'ai vu hier l'entreprise Carrefour Médical signer une convention devant le Premier ministre avec des Turcs. Peut-être que demain, c'est ce qu'il faut faire. Pousser des entreprises comme Oumu Group à aller signer des joint ventures avec ces trucs. Bâtir des champions économiques qui sont en mesure d'être réceptacles d'investissement pour transformer localement. Parce qu'on a toujours besoin d'investisseurs internationaux. Mais les investissements internationaux, Alassane, ça peut être de l'argent, tout comme ça peut être de la technologie, du transfert de technologie. Donc nous avons besoin de tous. Ils doivent venir. Nous devons être très attractifs.
Et c'est là où je dis aussi, je voudrais lancer un appel aux fonctionnaires de l'État du Sénégal. Parce qu'il y a 2 corps de fonctionnaires aujourd'hui qui doivent repenser leur métier. Ou bien qui doivent revenir aux fondamentaux. Ce sont les inspecteurs des impôts, Alassane. La politique fiscale, ce n'est pas que du recouvrement. Il y a 2 volets, à mon humble avis, dans la politique fiscale. Il y a la partie recouvrement, mais il y a la partie attractivité. C'est-à-dire faire en sorte un maximum de réduction fiscale pour rendre le pays attractif pour que les investissements viennent en masse. C'est ce que le Rwanda fait, c'est ce que le Maroc fait, c'est ce que Singapour a réussi à faire, c'est ce que Dubaï a réussi à faire, la Malaisie avec le Look East Palace. La deuxième chose, c'est que donc il faut que ces inspecteurs des impôts sachent que leur travail, ce n'est pas simplement de la pression fiscale, mais c'est aussi l'attractivité. C'est pourquoi on a un code des investissements, zone économique spéciale, venez chez nous, vous ne payez pas. Parce que quand on fait ça, les gens viennent, amènent leur argent et on crée de l'activité, on crée des emplois, on crée de la TVA. Deuxième corps de métier, ce sont l'administration des douanes. Il faut que les douaniers aussi comprennent que leur métier, ce n'est pas simplement de taxer aux frontières. C'est aussi faciliter le commerce. Oui. La deuxième fonction de la douane, c'est la facilitation du commerce et c'est la pertinence maintenant de l'accord de libre-échange. Dans les échanges, dans les flux, dans les droits que nous captons sur le commerce intra-africain, c'est 12% pour le Sénégal. C'est ridicule, 12%. Donc aujourd'hui, qu'on supprime ça, les études de la ZLECAf démontrent qu'on va perdre des droits de douane sur un moyen terme, 5-10 ans. Sauf que ce que nous allons gagner en facilitant le commerce, c'est la TVA. Et l'impôt sur la société. Et les impôts sur les sociétés. Voilà. Donc nous devons faire de ce pays un hub. Alassane, comme on dit en Wolof, ce pays-là, nous sommes en face des États-Unis d'Amérique, des Amériques, nous sommes à quelques heures des centres européens, nous sommes une position géostratégique majeure. Et c'est la pertinence de notre partenariat avec les États-Unis, parce que ici, Dakar, nous sommes un partenaire géostratégique majeur et c'est important de le conserver. Oui, mais pour avoir tout ça, il faut beaucoup de sérénité dans la gestion politique. Il faut beaucoup de sérénité dans la gestion de la politique. Il faut du calme, il faut savoir où est-ce qu'on va. Mais on voit aussi dans le débat politique au Sénégal, Guy Marius Sagna fait une sortie qui a heurté beaucoup de Sénégalais en disant au Sénégal, il y a un président légal et un président légitime. Oui, sans doute on parle trop. Sans doute, je pense qu'on parle trop. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas besoin d'infliger au président de la République un certain truc, de la même manière qu'on ne peut pas trop en faire pour le Premier ministre. Bon, maintenant, il y a l'esprit, peut-être aujourd'hui, des Sénégalais, et c'est cette situation un peu ambivalente que l'on vit et que les Sénégalais ont voulu, parce que n'oublions pas que du point de vue politique, il y a un historique qui est là. Il y avait le Premier ministre d'aujourd'hui et l'artisan ou l'instrument de la 3e alternance. Dans les deux cas, il est un élément clé. Et que donc cette 3e alternance provoquée, amenée par un certain Bassirou Diomaye Faye qui se trouve être le président est quelqu'un de désigné. Maintenant, dans l'imaginaire populaire, il est évident que le président, de fait, on pourrait le croire ainsi, ou alors dans l'imaginaire populaire des 54% des électeurs qui ont amené le président au pouvoir peuvent penser que le véritable homme fort du pays est le président de la République et le président le Premier ministre. Et le président n'a rien fait aussi pour montrer que c'était faux. Hein, il y a eu quand même des choses qui se sont produites ici, quand on se rend compte que chaque fois que le président de la République a eu à être absent, il y a eu tout de suite dans les 24 heures ou plus dans les 48 heures, une existence par ailleurs du Premier ministre par rapport à un discours qu'il a tenu. Ça a été le cas pour la Chine, ça a été le cas quand le président a été en Espagne, ça a été le cas quand le président était aux États-Unis et tout ça. Donc cette dualité qui aurait pu être un bicéphalisme, parce que n'oublions pas que le Sénégal en 1960 jusqu'en 1962 vivait justement de ce bicéphalisme accepté par le président, par la constitution du Sénégal. Mamadou Dia n'était pas le président du Parlement. Il était le président du Conseil, donc le Conseil était le gouvernement du Sénégal. C'était le Premier ministre. Mais la loi qui change. C'est la loi qui change. Donc on revient un peu à cette position-là. Et donc il y a aujourd'hui peut-être des écarts de langage, mais qui vont rejoindre dans l'absolu de l'imaginaire populaire de ces 54% ce qu'a dit Guy Marius Sagna. Donc on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais dans la perception justement de ces 54%, c'est ça. Et peut-être même au-delà. Maintenant, ce qui est important, c'est de nous éviter une crise comme tu le mets en place, ça veut dire une crise au sommet de l'État. Le Sénégal n'en a pas besoin parce que ce serait un recul terrible, en plus de la situation que nous sommes en train de vivre. Les deux doivent pouvoir s'arranger et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que c'est justement cette façon de faire, de dire des choses, ne va pas davantage
créer une dualité au sein de l'État, même au sein des gens. Alassane, vous voyez des fois dans certaines déclarations où les gens disent nous avons créé un mouvement d'Olel Bassirou Diomaye Faye. On parle de Sonko, on parle de PASTEF. Est-ce qu'aujourd'hui la ligne de fracture n'est pas en train de se creuser sans pourtant qu'on le dise clairement au Sénégal? Vous savez, tout ça c'est par rapport, c'est certainement un manque d'expérience politique qui peut justifier cela, parce que PASTEF c'est un jeune parti qui arrive au pouvoir, donc après 10 ans de bataille, et donc ça peut se comprendre. Mais il y a des écarts de langage répétitifs, récurrents, de la part d'un député de la République quand même, et moi c'est ce qui me gêne un peu, parce que c'est quand même à chaque fois Guy Marius Sagna se signale dans le débat public avec des écarts de langage comme ça. Rappelez-vous, il avait récemment attaqué, je pense, le président de l'Assemblée nationale, alors qu'il est membre d'un groupe parlementaire, aurait pu dans un débat parlementaire ou en interne en parler, parce que quand on fragilise les institutions, pour quelque motif que ce soit, mais on scie la branche sur laquelle on est assis, et l'image que cela renvoie à l'international n'est pas jolie. Et ça, moi je voudrais encore rappeler ce député de la République a beaucoup plus de mesures et de retenues dans ses déclarations, parce que ce qu'il fait, c'est que quel est l'avantage comparatif du Maroc? Le grand frère en a parlé, du Rwanda. C'est l'instabilité, c'est la stabilité institutionnelle. Le roi, il est là, c'est le roi. La vision royale, dès que c'est décliné, personne ne discute. On applique. Même si le roi n'est plus là, le prince est là. Absolument. N'est-ce pas? Le Rwanda, c'est ça, c'est pendant 20 ans. C'est Kagame qui est là. Donc, il y a une stabilité institutionnelle. La stabilité institutionnelle, elle est extrêmement importante aujourd'hui dans le monde où nous sommes. C'est parce que d'abord, c'est un critère de crédibilité. Les investisseurs n'ont pas envie de venir dans un pays où chaque 5 ans ou chaque 10 ans, on change de plan de développement, parce que c'est de l'instabilité institutionnelle. Et pire encore, quand on crée de la zizanie dans un régime, c'est très clair ce que dit la charte fondamentale du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le président élu au suffrage universel direct. C'est le président légal, parce que la légalité procède simplement du fait que l'acte qu'il devient président, il a prêté serment devant la Constitution, parce que c'est lui, c'est ça la légalité. Et la légitimité, c'est qu'il porte l'espoir et l'espérance de la majorité des populations. C'est cette acceptation sociale, c'est cette acceptation philosophique, que tout le monde accepte que c'est lui qui porte les suffrages, la majorité des suffrages, ce qu'on appelle légitimité. Peut-être que lui, il utilise des mots dont il ne connaît pas véritablement la signification. Donc, non seulement le président de la République, il est légal, mais il est légitime, et il s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et nous avons une charte fondamentale. Dans la charte fondamentale, il y a un gouvernement conduit par un chef qui est le Premier ministre, et qui aujourd'hui, par la force des choses aussi, est le chef de la majorité parlementaire. Parce que rappelez-vous, c'est lui qui avait conduit la liste. Si on était dans un régime parlementaire, c'est celui qui gagne les élections, qui nomme un gouvernement, et là, on est dans un régime parlementaire. Sauf qu'au Sénégal, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Ce n'est pas le Premier ministre qui gouverne, qui définit la politique de la nation comme en France. Ici, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, et le gouvernement exécute. Donc il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Maintenant, naturellement, on peut comprendre des partisans politiques qui se disent que c'est lui qui devait être le candidat. Finalement, lui, il a désigné, mais ça, tout le monde le sait. Mais sauf qu'on est à la tête de l'État. Il faut préserver la stabilité de ce pays. Des exemples internationaux existent. Ici, en Gambie, chez nous, l'opposant Darbo a été empêché. Il a proposé Adama Barrow, qui a été élu président de la République. Et donc, il faut que les gens se rendent compte que ce sont des situations qui ont existé par le temps dans le monde en politique comparée. Mais il ne faudrait pas en faire un levier de blocage institutionnel. Parce que ceux qui disent cela, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent simplement dire qu'on a un Premier ministre qui devait être président, qui est même plus légitime, plus légal que le président, et que donc lui pourrait s'arroger même les attributions constitutionnelles du président. C'est pas bon. Parce que demain, moi j'ai écrit, quand le Premier ministre a interpellé avec véhémence le président de la République, j'ai dit qu'il ne faut pas faire ça. Parce que demain, si le Premier ministre Ousmane Sonko devient président, je lui souhaite, parce que c'est ce qu'il veut faire, mais il n'aurait pas accepté que son Premier ministre l'interpelle comme ça. Disons que la vérité reste la vérité. Moi, je pense que pour leur compagnonnage, eux deux, je pense qu'ils ont une intelligence de la situation. Il faut que leurs partisans derrière arrêtent de semer la zizanie. Parce qu'en faisant ça, c'est le Sénégal qui est touché. Parce que les investisseurs qui voient une dualité, Idrissa Seck parlait de dualité alléguée à la tête de l'État, qu'est-ce que ça finit comment? On sait comment ça finit. Donc une dualité, la faiblesse, une dualité, parce que, et d'ailleurs nous devons même espérer, parce qu'un président qui n'a pas de légitimité, il n'y aura plus d'acceptabilité sociale. Donc dire aujourd'hui, créer une crise alors que on vient de démarrer une gouvernance, il ne faut pas. Parce que s'ils pensent
qu'en créant une crise comme ça institutionnelle, ça va profiter à qui que ce soit, ça ne profitera à personne. Et à ce rythme-là, l'opposition reprend de l'aile. Et vous avez vu, l'opposition a aujourd'hui un morceau sur la table. À chaque fois, il cherche à les diviser. Et moi, je pense que l'intelligence des situations voudrait que déjà leurs responsables travaillent à raffermir ce lien-là pour que ce duo à la tête du Sénégal puisse réussir. C'est mon intime conviction. Justement, est-ce que ce discours, quel impact ça peut faire auprès des militants, auprès des Sénégalais? Auprès des militants, c'est la division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, auprès des militants, c'est la division, c'est une cassure. Si jamais ça continue comme ça, bien entendu, certains peuvent aller pour une division qui est là. Maintenant, auprès des Sénégalais, je pense que les Sénégalais, ils vont apprécier par un seul instrument qui s'appelle ce plan de redressement qui est mis en place, dont l'issue au 31 décembre 2028 devient capitale pour le pouvoir sur leur tête. Parce que venir dans une situation, on trouve le Sénégal dans une situation pour 14, 15 mois après, même pas quelques mois après, c'est parce que c'était en septembre 2024, peindre et dire quelle était la situation, les Sénégalais ne s'attendaient pas du tout, mais alors pas du tout, à voir quitté le précédent régime pour se retrouver dans cette situation actuelle. Je ne pense pas qu'il y avait un Sénégalais qui s'y attendait. Et naturellement, les Sénégalais ne vont pas donner un blanc-seing pour leur dire on ira jusqu'en 2034. À l'issue de ce 2028, si ce plan n'a pas atteint des objectifs assez conséquents, il est évident qu'en 2029, les Sénégalais vont leur dire écoutez, vous n'avez. Donc, à la limite, ils se sont mis eux-mêmes une épée de Damoclès sur leur tête avec ce plan de redressement. Ils ont intérêt donc, du point de vue, parce qu'il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions sociales, il y a des dimensions économiques. Oui. Ils ont intérêt, du point de vue politique, à œuvrer et aller ensemble. Ça veut dire en se couvrant l'un l'autre pour atteindre les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Absolument. Et n'oublions pas dans lesquels ils engagent des Sénégalais qui ne s'attendaient certainement pas 24 mars 2024 à vivre aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire. Mais Alassane, rapidement, regardez. Oui, mais il y a un directeur, Djigo, l'ancien directeur de la NAT, qui m'envoie des chiffres extraordinaires, qui me dit que c'est 26 000 milliards, donc 12 000 milliards de Wave et 14 000 milliards d'Orange Money, et que les flux financiers annuels représentent presque 30 000 milliards. Donc imaginez si on mettait une taxe là-dessus. Absolument. Mais bienvenue, bien dit, comme je voulais dire. Merci infiniment à Babacar Saneba, qui est analyste et consultant international. Monsieur Charles Faye, journaliste et analyste. Céline Salou Dem était à la technique. Micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez e-radio sur la 90.